Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dimanche et normalement le dimanche je vous retrouve dans la vidéo crime et make-up, la vidéo où je me maquille en vous racontant une affaire criminelle. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de dimanche dernier, pour le mois d'octobre je vais un petit peu changer les choses pour faire quelque chose dans le thème d'Halloween. Donc je vais toujours vous raconter une affaire criminelle en me maquillant, mais pour ce mois-ci, on va parler des histoires vraies d'American Horror Story. Donc je vais faire une vidéo par saison en prenant à chaque fois l'affaire qui semble être la plus intéressante selon moi, puisque à chaque fois American Horror Story s'inspire de plusieurs vraies histoires dans chaque saison, donc je vais en choisir une à chaque fois. Je vous préviens, si vous êtes en train de regarder la série ou si vous souhaitez la regarder, il y aura des spoilers, donc vous êtes prévenus. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de dimanche dernier, je vous la mets juste ici et elle concernait la saison 1 avec l'affaire du Dahlia Noir. Aujourd'hui on va donc parler de la saison 2 Asylum. Donc cette saison pour moi c'est l'une des meilleures d'American Horror Story, elle est dans mon top 3 vraiment, je l'adore, l'ambiance est géniale, l'histoire est hyper intéressante, vraiment j'aime beaucoup. Si vous connaissez pas la série, donc chaque saison, enfin c'est une série d'horreur et chaque saison raconte une histoire différente en reprenant principalement plus ou moins les mêmes acteurs. Donc la saison 2 se passe dans un asile et elle se base sur pas mal d'histoires vraies qui sont relativement connues, donc il y avait de quoi faire, mais moi j'ai décidé de m'attarder sur l'histoire vraie du personnage de Arthur Arden. Parce que pour moi c'est vraiment le personnage le plus glauque de toute cette saison. C'est vraiment un personnage qui m'a marqué. Je peux plus en fait voir l'acteur dans un autre film, dans une autre série sans directement penser au personnage d'American Horror Story. Donc dans la série, Arthur Arden est le médecin de Briarcliff, donc l'asile. On le voit pratiquer des expériences extrêmement cruelles et sans anesthésie sur des patients, et notamment sur Shelly qui va complètement torturer et mutiler, c'est juste horrible ce qu'il va lui faire. Donc le but de toutes ces expériences était de créer une sorte de nouvelle race humaine supérieure et immortelle, mais on voit dans la série qu'en fait il va juste réussir à créer des espèces de créatures, de zombies qui vont vivre dans la forêt autour du manoir et qu'il va aller nourrir régulièrement avec marionnistes en leur apportant des morceaux de viande crue. On découvre dans la série que son vrai nom c'est Hans Grupper, donc c'est un nazi et il était dans les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il pratiquait aussi cette expérience sur les déportés, donc il était très très gentil avec les femmes du camp. Il leur apportait des petites attentions, il leur faisait des petits cadeaux et de temps en temps il en prenait une avec elle et soit elle ne revenait jamais, soit elle revenait complètement traumatisée des expériences qu'il leur faisait vivre. Le personnage de Hans Grupper est inspiré directement de Joseph Mengele. C'était un médecin nazi qu'on avait surnommé l'ange de la mort. Il est né le 16 mars 1911 à Günzburg en Allemagne. Et il avait deux petits frères, Karl et Alois. Le père de Joseph était aussi un nazi et était fondateur et propriétaire d'une manufacture de machines agricoles. Et après la guerre, son père va devenir maire de Günzburg. Joseph était un élève studieux, il était passionné de musique, d'art et de ski. En 1930, il va commencer ses études de médecine à Munich, qui était à l'époque le centre du parti nazi dirigé par Hitler. Et en 1931, Joseph rejoint une organisation paramilitaire d'extrême droite. En 1935, il obtient son doctorat d'anthropologie et en janvier 1937, il va devenir l'assistant d'Otmar von Verschuer, un médecin de l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène raciale de Francfort. Il s'intéresse aux facteurs génétiques responsables de la fiente labiopalatine, donc c'est le bec de lièvre, et de la fossette du menton. Personnellement, je vois pas le problème avec les fossettes du menton, mais d'accord. Et sa thèse sur le sujet lui a valu une mention honorifique. Le 28 juillet 1939, il épouse Irene Schönbein et ils vont avoir un fils ensemble en 1944 qui s'appelle Rolf. En 1937, il rejoint le parti nazi et l'année suivante, donc en 1938, il rejoint les SS. Il fait son service militaire dans les troupes de montagne et il est mobilisé dans la Wehrmacht, donc c'est l'armée du Troisième Reich, en juin 1940. Il se porte volontaire pour rejoindre le service médical SS et il devient sous-lieutenant dans un bataillon de réserve jusqu'en novembre 1940. Il va ensuite rejoindre le bureau pour la race et le peuplement à Posen et il va évaluer les candidats à la germanisation. En juin 1941, Joseph Mengele va en Ukraine et il reçoit la Croix de fer 2e classe, donc c'est une décoration militaire qui était utilisée pendant le Troisième Reich. Et en janvier 1942, il a secouru 2 soldats d'un char en feu et il a du coup été récompensé
de la Croix de Fer première classe. Il est blessé lors d'un combat à l'été 1942 et il va être déclaré inapte pour le service actif et il est donc renvoyé à l'arrière. Il intègre le bureau pour la race et le peuplement à Berlin et il recommence à travailler avec le médecin Ottmar von Verschuer. Et en avril 1943, il est promu capitaine SS. Il fait une demande pour être transféré au département chargé des camps de concentration, donc sous les conseils du médecin von Verschuer pour qu'il puisse poursuivre ses recherches génétiques sur des sujets humains. Sa demande est approuvée et il est affecté au camp de Auschwitz-Birkenau. Là-bas, il est nommé médecin en chef de la section des Roms et il est aussi affecté à la sélection des déportés donc, qui arrivent au camp. Le camp d'Auschwitz-Birkenau est à la fois un camp d'extermination et un camp de concentration. Donc tous les jours, il y a des trains bondés de déportés qui arrivent, donc ils viennent de toute l'Europe et ils sont majoritairement juifs. Et à leur arrivée, les médecins SS sont chargés de faire une sélection donc entre qui est capable de travailler et qui est jugé inapte au travail. Et ceux qui sont inaptes sont envoyés directement dans les chambres à gaz. Donc principalement c'est les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Joseph Mengele profite de la sélection pour choisir quels seront donc ses sujets d'expérience. Il s'intéresse tout particulièrement aux vrais jumeaux, donc pour ses recherches génétiques, et il recherche aussi des personnes atteintes d'hétérochromie, donc c'est les yeux de plusieurs couleurs, de nanisme et d'autres difformités. Donc on raconte que en général les médecins SS trouvaient la tâche de la sélection difficile et éprouvante, alors que Joseph semblait adorer ça. Il était souriant et il sifflait des chansons pendant qu'il faisait la sélection. Joseph a reçu une subvention pour faire construire un laboratoire de pathologie à côté du crématorium d'Auschwitz. Et ses travaux sur les jumeaux avaient pour but de démontrer la supériorité de l'hérédité sur les facteurs environnementaux et donc de prouver la supériorité de la race aryenne. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi ces études servaient aussi à déterminer comment augmenter la probabilité d'avoir des jumeaux, donc pour avoir plus de jumeaux allemands. Les personnes que Joseph choisissait étaient mieux traitées et mieux nourries que les autres déportés. Ils avaient leur propre baraquement et les enfants avaient même un petit terrain de jeu à eux. Et Joseph leur offrait des bonbons et il se présentait à eux comme l'oncle Mengele. Un médecin déporté d'Auschwitz qui avait assisté donc à ces travaux a déclaré: il était capable d'être si gentil avec les enfants, de se faire aimer d'eux, de leur apporter du sucre, de se préoccuper du plus petit détail de leur vie quotidienne et de faire des choses que nous admirions sincèrement. Et ensuite, à côté de cela, les crématoires fumaient et ses enfants, demain ou dans une demi-heure, il allait les y envoyer. Joseph Mengele était décrit comme un sadique, sans aucune empathie et très antisémite. Pour lui, les juifs devaient être éliminés directement, c'était une race inférieure et dangereuse. Et plus tard, son fils Rolf va expliquer en fait que son père n'éprouve absolument aucun remords pour tout ce qu'il a pu faire. Donc, les jumeaux qu'il avait sélectionnés étaient examinés et mesurés toutes les semaines. On leur faisait des prises de sang et il faisait énormément d'expériences sur eux, des expériences douloureuses. Donc il les amputait donc d'un membre inutilement. Il infectait l'un des deux jumeaux avec le typhus ou une autre maladie pour ensuite comparer les résultats entre les deux. Il transfusait le sang de l'un des jumeaux à l'autre, des choses comme ça. Beaucoup de ces patients décédaient pendant les opérations et ceux qui ne mouraient pas, la plupart du temps, ils finissaient quand même par les tuer en les envoyant dans les chambres à gaz pour pouvoir ensuite autopsier leur corps. Et si jamais l'un des deux jumeaux mourait d'une maladie dont il avait été infecté, Joseph ordonnait qu'on tue l'autre jumeau pour pouvoir les autopsier tous les deux et comparer les deux. Un des médecins juifs déportés qui travaillait avec Joseph a parlé d'une fois où en une seule nuit il a tué 14 jumeaux en leur injectant du chloroforme dans le cœur. Un autre témoin explique qu'il a vu Joseph coudre deux jumeaux dos à dos entre eux pour essayer d'en faire des siamois et qu'ils sont morts de la gangrène quelques jours après dans d'atroces souffrances. En tout, près de 1300 jumeaux ont été tués dans le camp d'Auschwitz-Birkenau à cause des expériences de Joseph. Concernant les personnes atteintes d'hétérochromie, donc celles qui avaient des couleurs différentes dans les yeux, ce qu'il faisait, c'est qu'il leur injectait des produits dans les yeux pour essayer de faire changer la couleur de leurs yeux. Donc il faisait ça pendant qu'ils étaient vivants et sinon il les tuait pour pouvoir prélever les yeux et les envoyer dans un laboratoire à Berlin pour faire plus d'analyses. Donc en ce qui concerne ces expériences sur les nains, ce qu'il faisait, c'était principalement, donc il les mesurait, il leur prélevait du sang pour faire des analyses,
Il leur arrachait des dents saines et d'autres traitements inutiles et en général, au bout de 2 semaines d'expérience, il les envoyait dans les chambres à gaz pour qu'ensuite leur squelette soit envoyé donc dans un laboratoire à Berlin pour plus d'analyses. Et il faisait aussi de temps en temps des expériences sur les femmes enceintes avant de les envoyer dans les chambres à gaz puisque de toute façon elles étaient inaptes au travail. Pratiquait aussi des vivisections sans anesthésie et retirer des organes. Un survivant, Yitzhak Ganon, je sais pas comment ça se prononce, a raconté en 2009 comment Joseph Mengele lui a retiré son rein sans anesthésie. Donc c'est une chance qu'il ait survécu. Et juste après l'opération, il a été renvoyé au travail sans aucun antidouleur. En 1943, il y a eu une épidémie de noma dans la section des Roms, donc c'est une infection gangréneuse du visage. Et Joseph Mengele était chargé de mener les recherches pour identifier les causes et trouver un traitement. Donc pour ces expériences, il a fait exécuter plusieurs enfants atteints de noma pour que leurs têtes et leurs organes soient envoyés donc dans d'autres établissements médicaux pour faire des analyses. Plus tard, il y a eu une épidémie de typhus dans la section des femmes. Donc ce qu'il a fait là, Joseph, c'est qu'il a envoyé 600 femmes d'un baraquement dans les chambres à gaz et ensuite le bâtiment a été nettoyé et désinfecté et les femmes d'un baraquement voisin ont été lavées et ont reçu des vêtements propres avant d'être installées dans ce bâtiment. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'épidémie. Et il a fait la même chose aussi pour d'autres épidémies qui ont eu lieu dans le camp. Et grâce à ça, donc grâce à quoi grâce au massacre de tous ces gens, Joseph Mengele a été promu médecin en chef du sous-camp de Birkenau. Donc super. Le mec a tué des centaines et des centaines de personnes et il a été promu. Tout va bien. Le 17 janvier 1945, il est transféré au camp de Gross-Rosen. Et il emporte avec lui 2 caisses d'échantillons et de documents. Si vous savez où vous situez à peu près au niveau de la Seconde Guerre mondiale, 1945, c'est la fin clairement. Et ça pue un peu pour tous les gens dans les camps, les SS, tout ça. Donc il s'est enfui et 10 jours plus tard, donc le 27 janvier, le camp d'Auschwitz est libéré. Le 18 février, il quitte le camp de Gross-Rosen juste avant l'arrivée des troupes soviétiques la semaine suivante, mais il est quand même fait prisonnier par les Américains en juin. Donc quand il a été arrêté, il a été enregistré sous son vrai nom, mais comme il ne portait pas le tatouage des SS, donc je sais pas du tout pourquoi, mais il ne l'avait pas, et du coup il n'a pas été reconnu comme criminel de guerre et il a été relâché à la fin du mois de juillet. Il réussit à obtenir de faux papiers sous le nom de Fritz Ullmann, et il va modifier son nom en Ullmann. Donc d'abord c'était U2L-M-A-N et c'est devenu H-O-2-L-M-A-N. Je sais pas ce que ça change, mais il a changé son nom. Il va se trouver un travail en tant qu'ouvrier agricole, mais il a peur d'être capturé et d'être tué, donc il quitte l'Allemagne le 17 janvier 1949. Il est aidé par un réseau d'anciens SS et il prend la mer pour l'Argentine avec une nouvelle identité, donc Helmut Gregor. Son épouse refuse de le suivre et donc il divorce à distance en 1954. À Buenos Aires, il va trouver un emploi de charpentier au début et après quelques semaines, il s'installe chez un sympathisant nazi et il va travailler en tant que commercial dans l'entreprise familiale de machines agricoles. On le soupçonne aussi d'avoir pratiqué de la médecine illégalement et notamment des avortements. Il va côtoyer la Nazi Society en Argentine, donc c'est l'ensemble des nazis qui se sont retrouvés là-bas et tous les 20 avril ils vont faire une procession au flambeau en l'honneur de l'anniversaire de Hitler. En 1956 il va réussir à obtenir une copie de son acte de naissance, donc je sais pas comment il a fait ça parce qu'il est censé être recherché dans le monde entier, mais du coup il l'a eu et il va se faire un titre de séjour argentin et un passeport ouest-allemand sous son vrai nom. Ensuite il va se rendre en Europe pour rencontrer son fils Rolf, donc il l'avait jamais vu avant, et on lui explique qu'il s'agit de son oncle. Et il va aussi rendre visite à Martha, sa belle-sœur veuve. Un mois après son retour en Argentine, il fait venir Martha et son fils à elle, et ils emménagent ensemble et ils se marient en Uruguay en 1958, donc il s'est marié avec avec la femme de son frère mort, quoi. Je trouve ça un peu bizarre, mais passons. Son nom a été mentionné plusieurs fois dans les procès de Nuremberg, mais on pensait qu'il était décédé. C'est seulement en 1959 que des chasseurs de nazis découvrent en fait que sur ses papiers du divorce, il y a une adresse à Buenos Aires. Ils obtiennent un mandat d'arrêt international et lancent une procédure d'extradition,
mais l'Argentine refuse de coopérer parce que du coup l'adresse mentionnée sur les papiers du divorce n'est plus son adresse actuelle et en plus Joseph s'était enfui au Paraguay entre temps. Pendant des années il va s'enfuir et changer d'identité et il reçoit l'aide d'anciens nazis et de sympathisants donc pour rester caché. On ne sait pas vraiment ce qu'il faisait de sa vie pendant tout ce temps, il aurait été aperçu dans énormément d'endroits dans le monde entier. Il est décédé le 7 février 1979 alors qu'il se baignait dans la mer et il sera enterré sous le nom de Wolfgang Gerhardt, donc c'est le nom qu'il utilisait depuis 1971. Mais ce n'est qu'en 1985 que les autorités vont apprendre sa mort, donc jusque-là ils continuaient de le chercher activement partout. Et le 6 juin 1985, ses restes vont être exhumés pour vérifier son identité. Et donc il s'agit bien de lui. Sa famille a refusé que ses restes soient rapatriés en Allemagne et donc ses restes sont restés à l'Institut médico-légal de Sao Paulo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce concept du mois d'octobre de parler des histoires vraies d'American Horror Story. Donc moi je trouve que ça change un petit peu et je trouve que c'est un peu dans le thème, enfin je trouve ça plutôt sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!